Bob Sinclair, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un nouvel album, Disco Crash. On va parler de ça, parler de vous, de votre réussite. C'est un petit club très fermé, hein, les DJ qui ont vraiment la réussite planétaire. Il y a vous, David Guetta, Martin Solveig, qui d'autre? Oh, bah, y en a d'autres qu'on connaît un peu moins. Aujourd'hui, là, c'est l'ère des Suédois, des Hollandais, il y a la Swedish House Mafia, tout ce genre-là. Bon, il y a eu une ère française, la French Touch. Elle continue, c'est des tirages. Elle continue, mais on avait une suprématie de 95 à 2000 qui était assez forte. Et là, ensuite, bon, quelques artistes sont encore là. Alors, il y a beaucoup de travail, mais quand même, la nuit, la fête, les tournées dans le monde entier. Ouais. Bon, après, alors, faut bien séparer tout ça. Hein. Ouais. Moi, je dis juste que voilà, la première fois que je suis rentré dans un club, j'ai flashé sur le DJ. Ouais. J'avais beaucoup d'amis qui buvaient, qui faisaient d'autres choses. Je voulais pas savoir. Moi, c'était la musique qui m'intéressait avant tout. Donc, je restais derrière le DJ. Je regardais comment il mixait. Je notais ce qu'il jouait. Donc, j'allais acheter ensuite les disques et j'ai fait des cassettes et j'ai voulu faire partager cette passion à des gens, les faire danser. Et ça n'est que cet art qui m'a intéressé. C'est un métier de rêve quand même. Hein. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas plus de gens aujourd'hui, hein. Oui, ça commençait moins fort dans les années 80. Oui, le DJ à la base, il est là pour faire danser des gens. C'est quelqu'un qui enchaîne les disques, voilà, qui est là et rien d'autre. Sauf que avec l'évolution technologique, le DJ a compris comment on pouvait recycler des sons, fabriquer des sons et créer une nouvelle musique inspirée du disco et voilà, de plein d'autres choses. Pourquoi vous réussissez et pas d'autres? Il y a tellement de candidats dans ce métier-là. Je pense qu'il y a une petite part de talent aussi, une oreille, un talent. Moi, j'étais passionné vraiment. Je voulais faire que ça. Et quand j'ai dit à ma mère à 19 ans, écoute, voilà, j'ai 2 platines, j'ai envie d'aller jouer des disques dans les clubs. Voilà. Elle n'avait pas tellement peur parce qu'elle me connaissait. Parce que moi, j'adorais le sport. Je rêvais d'être sportif professionnel. Bon, j'avais pas ce talent-là. Et donc, elle m'a dit, j'ai confiance en toi. Donc, vas-y, fonce, vis ta passion à 100%. Et puis on verra. Alors on va évoquer tous ces chapitres de votre vie. Federer, vous êtes grand fan de Federer, vous avez même mixé pour lui, je crois, son anniversaire. Hein. Exactement, à Zurich. Les 30 ans de Federer, fait l'honneur, les 30 ans. On avait préparé ça avec Mirka 2 ans à l'avance. Et je lui ai dit, je t'en supplie, fais-moi cet honneur de pouvoir mixer pour vous en tout petit comité. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, aussi extraordinaire sur le terrain qu'en dehors. C'était comment, les 30 ans de Federer? C'était magique. Quand vous voyez sa maman, son papa, j'avais ses grands-parents aussi danser sur ma musique. Donc c'était content. J'ai fait très large au niveau de la musique. Ses goûts, c'est quoi? Lui, il aime tout, de AC/DC jusqu'à Bob Sinclair, mais aussi David Guetta, de la dance, il aime de tout, quoi. Il dansait et il était très heureux de pouvoir fêter ça. Alors, le monde de la nuit, c'est quand même très astreignant, hein. Vous dormez combien de fois chez vous, là, par année? 365 nuits? Je fais à peu près entre 120 et 150 dates par an. Il y a le week-end, tous les week-ends, je suis donc parti de chez moi, et par tournée. Donc l'été, évidemment, les gens veulent danser, donc j'essaie de suivre le soleil. Donc ça veut dire vraiment planétaire. Hein. Planétaire, parce que il y a l'hémisphère sud aussi. Donc là, je reviens du Brésil, c'était le carnaval. Et ils ouvrent énormément à la musique électronique. Donc tous les jours, pendant 10 jours, j'ai fait un peu d'Amérique du Sud aussi. Vous me disiez, c'est rare que vous passiez 2 jours dans la même ville pendant une année, c'est ça? Ouais, je passe jamais 2 jours dans la même ville. Enfin, sauf quand j'y vais en vacances, qui est assez rare. J'essaie de me réserver 3 semaines de vacances dans l'année. Et pour décompresser avant les tournées, un petit peu après. Mais quand je joue, c'est toujours, j'enchaîne, quoi. Un avion tous les jours, très peu de sommeil. Mais sincèrement, c'est très dur physiquement, mais c'est une passion, vraiment. Combien de nuits blanches? 0. J'essaye le moins possible. La nuit blanche, c'est de plus en plus compliqué. Donc ça veut dire vous rentrez à 6 h du matin ou plus tard? Ouais, je peux rentrer de temps en temps plus tard, mais j'essaie de m'accorder 4 heures ou 5 heures de sommeil pour ensuite reprendre l'avion et essayer d'avoir des vols réguliers, mais aussi des vols privés de temps en temps quand je fais de longues tournées. En fait, ça demande une hygiène de vie énorme. Hein. Le préjugé où on se laisse aller, ça marcherait pas longtemps. Non, non, si on pense que, je veux dire, le DJ qui boit tous les soirs, qui fume, qui fait d'autres choses, je sais pas, là, il peut pas tenir. Hein. 1 an ou 2 maximum, mais moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et je suis toujours affûté. Bien, Vous êtes père de famille, vous avez un garçon de 11 ans, une fille de 7 ans. Vous êtes très très classique en fait. J'ai une vie très simple, hein, très simple. Je dirais pas monacale, mais faite de sport, d'amis, de choses que j'aime. J'ai un petit village, j'habite au centre de Paris, donc c'est mon petit village, mon petit cocon. Et puis ma mère travaille avec moi. Non, j'essaie d'avoir des moments privilégiés. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut tenir. Hein. On dit que Martin Solveig était petit chanteur de la Croix de Bois, c'est vrai ça? Ah oui, il m'a dit ça un jour. Vous êtes des gens très très classiques. Ah oui, ça fait partie de son bagage, son lourd bagage. Bon, vous avez une fille de 7 ans. Moi, j'ai pas fait petit chanteur. Non, vous n'avez pas... Non, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein, communion solennelle, profession de foi, tout ça, mais c'est lourd. Quand votre fille aura 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'elle voudra sortir... Ouais, non, là, elle va attendre encore un peu. Ah, non, moi, il est hors de question. Hein.
Moi, je les connais, hein, je les vois tous les jours. Hein. Non, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais avec une bonne éducation, je pense que... Enfin, j'espère. C'est dur, hein, l'éducation. C'est ce qui est le plus dur. Vous avez 42 ans. Oui. Il y a un âge limite pour être DJ? Alors, il n'y a pas encore de DJ à la retraite. Ouais. Il y a des DJ qui ont 50 ans, comme David Morales, comme Danny Telaglia, vraiment des maîtres américains de cette musique-là, ceux qui étaient là avant nous. Et ils sont toujours là. Donc, on va voir, je vous dirai peut-être un jour. Il n'y a pas une usure, il n'y a pas un... Oh bah, il va y avoir une usure. Il va y avoir une usure, c'est quand même de plus en plus difficile de voyager. Mais Vous laissez vos poils blancs, hein. J'observe la barbe là, vous laissez vos poils blancs. C'est gentil, merci d'avoir remarqué. Non, mais non, mais oui, je vais finir par l'éteindre. Hein. Je ferai vieux beau comme ça. Quand même, à la fin, on fait quoi? Après avoir été DJ, il y a... Bah moi, j'économise, hein, je mets de côté pour les vieux jours, pas sous le matelas, mais moi j'ai un label de disques. En fait, j'ai commencé à créer mon label parce qu'au départ, en 1994, personne ne voulait de moi en tant que DJ et en tant que musicien. Enfin bon, moi j'ai voulu recycler ces sons. J'étais fan de hip-hop. Moi, c'est vraiment le rap qui m'a amené à ce métier de DJ. Et je me suis dit, bon, bah, personne ne veut de moi en tant que DJ, mais je vais faire ma musique. Voilà, je vais créer mon label, imaginer plein de groupes pour que tout le monde se dise, tiens, il y a beaucoup d'artistes différents sur ce label-là. Et ensuite, on verra. Donc, je faisais des maxi en vinyle, je les distribuais de la main à la main, je les fabriquais en Belgique, j'allais les distribuer à Londres, parce qu'il fallait surtout pas marquer que c'était français sur le disque, parce que c'était presque une honte. Ensuite, les disques revenaient en France en import, et puis j'ai fait ça pendant 5-6 ans, jusqu'au jour où j'ai fait ce projet, qui était un projet à la base sous le nom de Bob Sinclair. Et là, j'ai vu que l'engouement autour de la dance music, de toutes ces musiques électro, commençait à prendre. Et j'ai dit, tiens, je vais vivre ma passion à travers ce nom-là. À l'arrivée, effectivement, réussite planétaire, vous êtes demandé partout. Alors, vous êtes un observateur de la planète. Les pays émergents, par exemple. Ça s'est vraiment globalisé. Vous sentez ça, hein, j'ai fait une tournée en Inde l'année dernière, 5 dates. Alors, c'est pas encore très organisé. Il y a beaucoup aussi d'expatriés qui sont là, qui viennent aux soirées, mais ça commence à se mélanger. En Chine, énorme, le marché chinois va forcément exploser aussi. Partout il y a de l'argent, hein, partout il y a de la croissance, les gens ont envie de faire la fête. Partout, il y a cette globalisation de la fête et de la musique. Les gens sentent qu'il y a, bon, partout il y a la crise aussi, hein, parce que les gens veulent faire la fête, ils veulent sortir. L'été, les gens, j'ai l'impression que ça... Ibiza, par exemple, qui est pour nous la Mecque, ça ne désemplit pas. Alors surtout en ce moment où il y a quelques problèmes dans les pays d'Afrique du Nord, aussi en Grèce, voilà. Donc les gens veulent se recentrer sur l'Europe, peut-être plus sur l'Espagne, Ibiza, l'Italie. Donc il y a encore plus de monde. Vous devez avoir le carnet d'adresses le plus inouï de la planète, hein. Vous connaissez par définition toutes les boîtes du monde. Ah oui, à ce niveau-là, oui, mais je ne vis pas VIP, je ne connais pas les stars internationales. Qu'est-ce qui est à la mode là en ce moment? Qu'est-ce qui est coté? Mais c'est toujours Ibiza. Ibiza, l'été, et puis l'hiver, on va aux États-Unis, à Miami, on va aussi, là je reviens d'Amérique du Sud, donc il y a beaucoup de clubs éphémères aussi qui se construisent, mais surtout entre Miami et Ibiza. La boîte la plus incroyable, c'est où? Ah, je leur fais toujours de la promo, hein. J'ai rien investi, mais c'est toujours le Pacha à Ibiza. Hein. Forcément, ça fait depuis 73, je crois, qu'ils sont ouverts. Et pour moi, c'est mon club. Voilà, ma musique convient exactement à l'ambiance, aux gens qui viennent, très glamour. On vient faire la fête. Il y a une capacité de 2500 personnes. C'est parfait pour moi. Et le pire, c'est arrivé le pire. Vraiment, vous dites qu'est-ce que je fous là? Le pire, c'est toujours. Alors, le pire, c'est toujours là où il y a le plus d'argent. Parce que celui qui a le plus d'argent veut toujours montrer qu'il a plus d'argent que les autres. Donc il essaye d'attirer l'attention vers lui. Et ça, ça se ça Russie? Ouais, exactement. Voilà, là où il y a le plus d'argent en ce moment, où on construit souvent le VIP. Le club n'est plus qu'un VIP. Donc le VIP devient le centre d'attraction de la soirée. Et le DJ aussi. Mais s'il n'y a pas de dance floor, s'il n'y a pas de clubbers, la fête peut pas exploser. Bob Sinclair, 42 ans, Disco Crash. Alors il y a beaucoup d'inspirations diverses. C'est mon 5e album studio. Qu'est-ce qui change là? Vous êtes très expérimenté. Ce qui change, c'est que la musique explose. La dance music, la musique électro explose. Donc il y a énormément de concurrence, énormément de jeunes DJ qui arrivent. Donc il faut faire face à ça. Il faut sans arrêt se renouveler. Moi, j'ai explosé avec l'album Western Dream, Love Generation, World Hold On, Roxy's Party, avec un espèce de métissage des sons entre la Jamaïque et la musique électro. Il y a un côté éponge chez vous, hein, dans votre métier et vous en particulier, de capter tous les genres. Oui, moi j'aime bien voyager, j'aime tout. Moi j'aime la musique africaine, j'aime la musique brésilienne, j'aime tout. Donc ça a été une priorité de mélanger ces sons sur mon label à la musique que j'aimais.
Votre parcours, votre vrai nom, Christophe Lefriand. Ouais, Alors c'est 100% non, moyen français. pour faire un nom d'artiste, c'est moyen ça. Ah oui, comme DJ, Christophe Lefriand, Ouais, non, c'est ça dur. fait pas. Non, peut-être c'est breton d'origine, donc peut-être du côté de Quimper ça va marcher, mais sinon. Alors ça fait très français, franchouillard. Ouais, non, j'ai eu beau remonter dans mon arbre généalogique, j'ai pas vu de métissage. Pourtant j'aurais aimé, hein, mais non. Pourquoi Bob Sinclair? Je suis un fan de Belmondo. Donc le magnifique. Le magnifique, 1974, Philippe de Broca. Mais j'aime aussi l'incorrigible, j'aime aussi l'animal. J'aurais pu m'appeler Michel Gaucher. Ouais. J'aurais pu le faire, mais c'est moins bien. Mais et vous ne l'avez jamais rencontré, hein? J'ai pas rencontré. Incroyable. Non, Jean-Paul. J'ai rencontré son fils plusieurs fois. Il faut se dépêcher, là. Ça... Oui, il faut. Mais rencontrer ses idoles, c'est un mythe pour moi. Ce sera très difficile de lui parler, de lui dire à quel point c'est comme un père spirituel. Alors on se dit vocation sûrement précoce. C'était quoi, fête de lycée? Ce genre de choses? Un petit peu, ouais. Mais j'ai eu un bac+2 avec une formation commerciale, rien de spécial, mais c'est vraiment l'arrivée de la musique rap et toute la culture hip-hop qui est arrivée en France au milieu des années 80, moi qui a révolutionné tout mon corps, quoi, parce que c'est une musique qui s'écoute très fort. Il y avait une boîte célèbre à Paris, le Palace, hein, c'est là où vous avez démarré. Ah, il y avait le Palace, il y avait les bains-douches, il y avait beaucoup de choses. Donc là, vous avez quoi, 18 ans et quelques? Voilà, exactement. J'ai 18 ans et j'organisais une petite soirée ou deux comme ça de temps en temps, parce que moi je voulais passer encore des musiques qui n'étaient pas encore à la mode. Ça a toujours été ma priorité, d'être un peu différent. Et ça marchait pas trop. Donc à la fin, j'étais obligé de gagner un petit peu d'argent en jouant de la musique que j'aimais pas, en mélangeant. J'essaie toujours de mélanger, d'être différent. Et puis ensuite, j'ai arrêté et j'ai créé mon label pour vraiment m'exprimer totalement. Il y a un moment où on profite, j'imagine, les filles, dans cette période-là, ça doit... Ouais, j'ai vu tout de suite en tant que DJ, c'était intéressant pour ça, ça marchait bien. Bon, c'est votre marque de fabrique, hein, côté Playboy, vos abdos sont une marque de fabrique, je sais pas, mais en tout cas, on essaie de vendre un peu du rêve. Hein. Ouais. Et alors, vous avez profité jusqu'à quel point? On a profité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. On a profité. Voilà. Jusqu'à maintenant, on est sérieux. Bon, attends, vous êtes rangé d'ailleurs. Ouais. Rangé, je sais pas, mais on ne sait jamais. Les substances, les gens en prennent forcément beaucoup. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais moi, je ne vois jamais rien. Le fait que je ne sois pas dans ces choses-là, alors il est toujours très difficile que quand les gens sont bourrés, ils viennent vous parler. Moi, j'essaie toujours de rester courtois, de rester gentil avec tout le monde, mais je suis pas trop dans l'autodestruction, que ce soit physique ou même dans ma vie. J'essaie toujours d'avoir une vie assez saine. Mais je vois pas grand-chose. Je vois pas, peut-être il m'est arrivé une fois ou deux en 15 ans de voir des gens qui en prennent, mais c'est pas ma priorité. Les gens en prennent sûrement et ça fait partie de la fête. Bon, mais on en prend ailleurs que dans les clubs aussi. Il faut pas diaboliser ça. Mais bon, moi, j'essaie de pas voir ça. Moi, je vois l'ambiance générale. Il y a un côté athlète chez vous, hein. C'est une forme d'athlétisme. Moi, je suis un fou de tennis, hein, et je les vois. Je suis dans un club à Paris où il y a beaucoup de Français. Et je les regarde manger et je dis, ah tiens, c'est pas tellement différent de moi en fait, des pâtes avant de jouer. C'est la grosse plâtrée de pâtes le soir. Pour tenir jusqu'à 5h, 6h, on dit toujours, qu'est-ce que tu fais pour tenir jusqu'à 5h? Mais une grosse plâtrée de pâtes à 10h du soir, avec un petit coca, un petit machin, et puis ça va, ça tient. Hein. Vous avez failli être sportif, hein. Je crois qu'il y avait le tennis, le foot. Ouais, j'adorais. C'était une tentation. J'étais pas très doué. Hein. Ouais. J'adorais. Hein. C'est toujours ça, on se bat toujours contre... Mais à la fin, il faut... Non, mais c'est un métier dur, hein, parce que pour arriver au niveau de Roger... Vous n'avez pas pris la grosse tête, hein. Franchement, vous êtes une star planétaire. Ça sert à rien. Et ça n'a pas l'air de vous avoir monté au cigare, non? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que moi je sais d'où je viens, j'ai fabriqué presque les disques à la main. Donc quand on a un univers, j'ai une équipe, le label, j'ai toujours mon label et production où je produis de jeunes artistes et j'ai toujours la même équipe depuis 12 ans. Et je pense qu'il y a un moment quand ça m'est arrivé d'arriver en disant oh là là c'est bon d'être machin, et ils savent très bien te faire redescendre. Hein, et puis voilà, comme je dis, ça sert à rien de prendre la grosse tête. L'argent, c'est pas mal quand même. Quand on fait un métier plutôt sympathique. L'argent c'est bien, l'argent c'est pas le bonheur. L'argent c'est bien, oui. Mais l'argent c'est la liberté. Ouais. Donc c'est la liberté de produire ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire. Je suis parti en Jamaïque il y a 2 ans faire un album qui s'appelait Made in Jamaica, où j'ai découvert la Jamaïque depuis Love Generation et j'ai rencontré les 2 plus gros producteurs de reggae que sont Sly and Robbie, et j'ai fait un album avec eux pour le plaisir. Donc ça m'a coûté 200 000 € de le faire, mais j'ai envie de le faire. Donc ça sert à ça l'argent, à se faire plaisir. Les gens se posent la question souvent, elle est triviale, mais s'offrir Bob Sinclair pour une soirée, ça coûte combien? Alors on parlera pas d'argent comme ça parce que c'est un peu indécent, parce que les gens se disent voilà.
il va passer 2 heures de disque à ma soirée et il va prendre temps, alors qu'il y a des gens, c'est difficile de joindre les deux bouts tous les jours. Je dis juste qu'il y a une offre et une demande et aussi une notoriété d'artiste. J'ai construit depuis 15 ans cette notoriété en investissant beaucoup d'argent et aujourd'hui, je récolte les fruits de cet investissement. Donc en effet, pour booker Bob Sinclair, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est souvent dans un club qui est très gros où celui qui organise la soirée gagne aussi beaucoup d'argent. Bon, le miracle de vous autres DJ français, c'est que vous êtes exportés très bien. Aux États-Unis, on raffole de vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Alors là, les Américains se sont découverts une passion pour la dance music. Ouais. Alors que c'est eux qui l'ont créé. Moi, je me suis inspiré d'eux, de toute cette culture new-yorkaise. Il y a toute une légende sur le French Kiss, il y a toutes sortes de dénominations qui fonctionnent très très bien là-bas. Bah oui, non. La culture française déjà est admirée. Et ensuite, c'est les Français qui ont fait que cette musique électro arrive et commence à envahir les États-Unis. Vous surjouez l'accent, bien sûr. Hein. Ah oui, bien sûr. Faites-nous en anglais. English very well. No, I'm a French artist. My name is Christophe Lefriot. Ah non, I love it for sure. Ça marche là aussi. Hein. Ça marche très fort. Ouais. Non, je cultive tout, physiquement, au niveau de l'accent et tout aux États-Unis. Non, c'est bien. Quand on arrive français et que ça marche si bien, on doit se dire que c'est une chance extraordinaire. Un si grand pays, ça ouvre vraiment les possibilités. Oui, non, là, vraiment, quand on commence à vendre des disques aux États-Unis, là, c'est un peu la clé du monde. La rivalité, il y a un David Guetta. Il y a une émulation. Une émulation rivaux quand même. Pas rivaux, parce que je pense que c'est toujours pareil. Dans ces scènes de musique électronique, il y a toujours eu des locomotives. Ouais. Et je pense que Daft Punk fait partie des énormes locomotives pour cette période de la French Touch. Et moi, je les ai admirés. Évidemment, j'ai un petit peu copié leur style. Et après, je suis parti ailleurs. Mais il y a toujours eu beaucoup de locomotives comme ça. Donc, il y a toujours un numéro 1 à un moment. Et puis, chacun son tour. Donc chacun se pousse et se tire mutuellement. Un David Guetta, c'est un brin plus commercial que vous, on peut dire ça? Il a le son du moment. Ouais. Voilà, moi j'ai eu le son du moment en 2008, lui 2009, 2010. Là, il continue à cartonner. Martin Solveig a fait un très gros titre l'année dernière avec Hello, il a sorti un album. Chacun son moment. Et ça, c'est super. Le débat sur le net, c'est évidemment le téléchargement illégal. C'est une passion. Hein. Les gens vraiment deviennent passionnés pour ou contre, par exemple, la fermeture de Mega Upload, l'arrestation de son patron. Vous, la première réaction quand ça a fait le tour du monde, en quelques minutes, beaucoup de gens étaient révoltés de ça. Révoltés que ce soit fermé. Le site, oui. Vous en avez pensé c'est sûrement des gens qui fabriquent pas, qui ne font pas de musique. Ouais. Moi, je ne suis pas pour que la musique soit gratuite. Après, qu'elle soit sous forme d'abonnement, ce qui existe déjà énormément. Après, qu'on fasse des partenariats avec des marques qui eux-mêmes diffusent cette musique, mais qui nous payent, qui nous rétribuent pour ça, oui. Mais quand on dit ces gens-là, c'est des pillards, c'est des profiteurs, vous le pensez? Alors, je sais pas ce qu'ils récoltent en créant ce genre de plateforme. Ouais. Mais ils disent que c'est pour un échange de fichiers. Bon, ok. Moi, j'aime le net. Je trouve ça fabuleux, la connexion qu'on puisse avoir entre nous aujourd'hui à diffuser sa musique en un clic. Alors qu'aujourd'hui, il fallait en faire à l'époque, il fallait faire des envois par la poste avec des vinyles. Aujourd'hui, on peut vraiment diffuser sa musique et son image à travers tous les réseaux sociaux. Mais il faut que les gens puissent avoir conscience que la musique, c'est pas gratuit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est vraiment une restriction des libertés, qui le vivent très mal. Hein. Ouais, écoute, tant pis pour eux. Hein. Je veux dire qu'ils peuvent, eux, et aussi en éduquant leurs enfants, apprendre à acheter de la musique. Je pense que 1 euro pour un titre, ils fumeront moins. Et voilà, ils essaieront de faire moins de bêtises. Et la solution, c'est quoi? On sent qu'on est au bout d'un système. Bien sûr. On est une période de transition qui est indéniable. Qu'est-ce qui peut fonctionner? Que les gens reconnaissent la création et en même temps, tout le monde ait accès à tout? Là, le problème, c'est que la reconnaissance de la création va devenir de plus en plus minime, puisque on a à peu près on vient de la même génération et du vinyle. Moi, ce que j'aimais quand j'achetais un vinyle, c'était d'avoir quelque chose dans les mains et tourner la pochette et voir quels étaient les musiciens, quel était celui qui avait fait la couverture. Moi, je fais une collection de pochettes d'Andy Warhol, de Kessaring, de tous ces gens-là. Et avec le CD, bon, ça avait diminué déjà, c'était déjà compliqué. Et là, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Donc, il y a plus... Je ne sais pas si les personnes vont voir qui est à l'origine de ces sons. C'est un peu la génération télé-réalité, en fait, où on consomme sans vraiment savoir, on consomme un peu tout comme des Kleenex. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va. En tout cas, je pense que ça va aller plus sous forme d'abonnement avec le téléphone. Le téléphone devient l'outil de travail numéro 1. Donc on télécharge, que ce soit des films, tout avec le téléphone. Donc on verra. Bob Sinclair, Disco Crash. Disco Crash, 5e album studio. Voilà. Les dates, alors elles tournent sans arrêt. Là, votre agenda, vous le visualisez, les prochains jours, vous serez où?
On est là, on est ici chez vous cette semaine. Ensuite, je pars aux États-Unis pour cette fameuse semaine de Winter Music Conference pendant une semaine, donc du 16 au 25 mars. Ensuite, je continuerai un petit peu aux États-Unis, et puis l'ouverture d'Ibiza, et puis etc. etc. Quand vous voyez on a une vie difficile. Hein. Oui, très difficile, on vous plaint beaucoup. Quand vous voyez ceux qui rêvent d'être Bob Sinclar ou Guetta ou autre, vous les Alors, regardez je leur dis pas de rêver d'être nous, mais je leur dirais d'essayer de rêver d'être vous-même. Vraiment d'avoir votre propre personnalité. Allez vous faire une culture musicale avec YouTube aujourd'hui. Vraiment, on a accès à tout. Moi, j'étais obligé d'acheter les disques, d'aller dans les magasins de disques fouiner. Mais aujourd'hui, on a vraiment accès à tout. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a aujourd'hui un business, il y a un marché. Donc, ils peuvent avoir des exemples. Voilà, donc, ils peuvent calquer ça, peut-être une carrière. Il y a un exemple de carrière de gens sains. Voilà, et de gens qui ont créé des sociétés et qui sont, j'espère, reconnaissables pour ça. Vos modèles à vous, c'était qui? En tant que DJ, moi, j'avais plus des... Et pour la musique en général, Gainsbourg, j'ai entendu que souvent. Ah oui, alors après j'avais Prince, Gainsbourg, ça c'était plus des musiciens. Mais en tant que DJ, moi je viens du rap, donc c'était DJ Premier, Pete Rock, des gens qui sont un peu moins connus, mais j'ai appris grâce à eux le recyclage des sons. Donc au départ, avec toute cette culture électronique, voilà, je samplais, j'échantillonnais des bouts de jazz, de disco, et j'essayais de les recycler pour créer mon art, quoi. Et maintenant, ceux qui vous regardent avec admiration, je les en remercie. Je leur dis merci d'acheter la musique et d'être toujours là dans les clubs. Moi, je suis toujours là. Tant qu'ils seront là, moi, je serai là. Merci, Bob Sinclar. Merci à vous.